Ma mère m'a envoyé un message qui disait « Armelle, ne viens pas. La famille veut un mariage sans drama. » Ma propre sœur, Élodie, a liké ce message avec un cœur rouge. J'ai regardé l'écran, le vent glacé du port de Le Havre fouettant mon visage, et j'ai tapé ma réponse « Super choix. Alors vous serez aussi libérés de mes paiements. » Je m'attendais à de la panique. Je m'attendais à des excuses. Mais ce qui est arrivé ensuite m'a glacé le sang plus que l'hiver normand. Le groupe de discussion a explosé de rire. Ils ont ri. Ils pensaient que je bluffais. Ils pensaient que j'étais leur chien fidèle qui aboie mais ne mord jamais. Ils ne savaient pas qu'ils venaient de dégoupiller une grenade. Avant de vous raconter comment j'ai transformé leur rire en larmes et comment j'ai annulé le mariage du siècle avec un simple tableau Excel, j'ai besoin de savoir que je ne suis pas seule. Dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire. Quelle ville, quel pays? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Parfois, savoir que quelqu'un d'autre écoute, quelque part dans le monde, est la seule chose qui nous permet de tenir bon. Je n'ai pas pleuré. C'est la première chose que vous devez savoir sur moi. Je m'appelle Armelle, j'ai 42 ans, et je suis responsable logistique au port du Havre. Mon métier consiste à gérer des milliers de conteneurs, à prévoir des tempêtes, à résoudre des crises internationales avant même que le capitaine du navire ne sache qu'il y a un problème. Je suis habitué au chaos. Je suis habitué à la pression. Mais rien, absolument rien, ne vous prépare à la cruauté froide de votre propre sang. Ce jour-là, j'étais sur le quai numéro 4. Les grues géantes déchargeaient un cargo venu de Chine. Le bruit était assourdissant, un mélange de métal qui grince et de sirènes qui hurlent. C'était mon symphonie quotidienne. Mon téléphone a vibré dans la poche de ma parka de sécurité jaune fluo. C'était une vibration longue, insistante. Une notification du groupe WhatsApp intitulé « Le mariage de rêve d'Élodie ». J'ai retiré mon gant, mes doigts déjà engourdis par le froid, pour déverrouiller l'écran. C'était Claudine, ma mère. « Armelle, écoute, j'ai discuté avec ton père et Élodie. On pense qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas à la cérémonie ni à la réception ce week-end. Tu as toujours cette mine triste, ce visage long qui semble juger tout le monde. On veut que ce soit un jour joyeux. La famille veut un mariage sans drama. On te racontera tout après. Bisous. » J'ai relu le message 3 fois. Les mots ne semblaient pas avoir de sens. Sans drama. Moi? La femme qui avait passé les 6 derniers mois à courir après les traiteurs, à négocier avec les fleuristes, à payer les acomptes en silence? Moi, la source du drama? Une seconde plus tard, une notification est apparue. Élodie avait réagi au message. Pas avec un pouce levé, ni un visage triste. Elle avait mis un cœur. Un gros cœur rouge pulsant. Comme si l'exclusion de sa sœur aînée était un cadeau de mariage anticipé. Puis, Damien, son fiancé, celui pour qui j'avais secrètement épongé des dettes de jeu 2 ans auparavant pour sauver l'honneur de la famille, a envoyé un emoji, un bonhomme qui pleure de rire. Je suis resté immobile au milieu du quai. Un docker a crié quelque chose en passant, me demandant de bouger, mais je ne l'ai pas entendu. C'était comme si le monde s'était mis en pause. À l'intérieur de moi, quelque chose s'est brisé. Ce n'était pas un fracas bruyant. C'était le bruit sec et net d'une branche morte qui cède enfin sous le poids de la neige. C'était le son de ma loyauté qui mourait. J'ai regardé les conteneurs empilés devant moi. Des structures d'acier, solides, impénétrables. J'avais passé ma vie à essayer d'être comme, solide, fiable, portant le poids sans se plaindre. Mais à cet instant, j'ai compris que je n'étais pas une fondation pour ma famille. J'étais un paillasson. Mes doigts tremblaient, non plus de froid, mais d'une adrénaline pure et glaciale. J'ai tapé ma réponse. Je n'ai pas insulté. Je n'ai pas supplié. J'ai utilisé le langage que je maîtrise le mieux, celui des faits et des conséquences. La CHN-TUIVI. Vitimi NGICNGSCGI Fong Kikak Contanto en CA Conluon. Choix excellent. Alors vous serez aussi libérés de mes paiements. J'ai appuyé sur « Envoyer ». J'ai retenu mon souffle, attendant la réaction. Je pensais que ma mère allait m'appeler immédiatement, s'excuser,
dire qu'elle avait mal formulé sa pensée. Je pensais qu'Élodie allait paniquer en réalisant que sa carte bancaire humaine venait de démissionner. Mais non. Élodie a répondu, ah ah ah. Arrête ton cinéma, Armelle. Tu ne ferais jamais ça. Tu es trop coincé pour faire un scandale. Ma mère a ajouté, ne sois pas ridicule, ma chérie. On sait que tu es blessé, mais ne gâche pas tout avec des menaces en l'air. D'ailleurs, n'oublie pas de virer le dernier acompte pour le traiteur avant vendredi. Et puis, les émojis ont déferlé. Des visages souriants. Des pouces levés. Ils riaient. Ils se moquaient de moi. Ils étaient tellement habitués à ce que je baisse la tête, à ce que je dise « oui maman », bien sûr Élodie, qu'ils ne pouvaient même pas concevoir une réalité où je dirais « non ». Je me suis tenue là, sous le ciel gris de Normandie, et j'ai senti un sourire étrange étirer mes lèvres. Ce n'était pas un sourire de joie. C'était le sourire du capitaine qui voit la tempête arriver et qui sait que son navire est le seul construit pour y survivre. Il voulait un mariage sans drama? Il voulait que je sois invisible? Très bien. J'allais leur donner exactement ce qu'ils demandaient. Mais ils n'avaient pas réalisé une chose essentielle, quand on retire les fondations d'une maison, le toit ne reste pas suspendu dans les airs par magie. Il s'effondre. Et j'allais regarder chaque brique tomber. Pour comprendre pourquoi ce message a été le point de non-retour, vous devez comprendre qui je suis dans cette famille. Ou plutôt, ce que je suis. Je ne suis pas la fille aînée. Je suis le plan B. Je suis le filet de sécurité. Je suis le carnet de chèques. Depuis toute petite, les rôles étaient distribués avec la précision d'une pièce de théâtre classique. Élodie, née 12 ans après moi, était le miracle. La princesse blonde aux yeux bleus, fragile, charmante, celle qu'il fallait protéger. Moi, brune, carrée, sérieuse, j'étais la débrouillarde. Armelle, laisse ta part de gâteau à ta sœur, elle a faim. Armelle, aide ta sœur avec ses devoirs, tu sais qu'elle a du mal. Armelle, tu peux prêter ta voiture à Élodie? La sienne est en panne et elle a une soirée importante. J'ai grandi avec l'idée que mon amour se mesurait à mon utilité. Si je ne servais à rien, je n'étais personne. Alors, j'ai excellé. J'ai fait des études de gestion, je suis entrée au port, j'ai gravi les échelons dans un milieu d'hommes, à force de travail acharné et de nuits blanches. Je suis devenue celle qui résout les problèmes. Quand mon père, Gilles, a pris sa retraite il y a 5 ans, il m'a prise à part. Il avait l'air fatigué, usé par des années à ne jamais contredire ma mère. Il m'a dit, prends soin d'elle, Armelle. Tu es la forte. Elles ont besoin de toi. J'ai pris cela comme une promesse sacrée. J'ai cru que c'était de l'amour. Je ne voyais pas que c'était une chaîne qu'il me passait autour du cou avant de se retirer dans son garage pour bricoler et fuir la réalité. Quand Élodie a annoncé ses fiançailles avec Damien, un agent immobilier au sourire trop blanc et aux revenus trop flous, ma mère a décrété qu'il fallait un mariage royal. Le mariage de l'année à Le Havre, disait-elle. Mais mes parents n'avaient pas les moyens de leurs ambitions. Leur retraite était modeste. Damien prétendait avoir des problèmes de liquidité temporaire, une excuse qui durait depuis 2 ans. Naturellement, tous les regards se sont tournés vers moi. Armelle, tu as des économies, non? Tu ne pars jamais en vacances, tu n'as pas de mari, pas d'enfant. À quoi ça te sert tout cet argent? M'avait demandé ma mère lors d'un dîner dominical, entre la poire et le fromage. Je n'ai pas d'enfant, c'est vrai. Je n'ai pas de mari, c'est vrai aussi. J'ai consacré ma vie à ma carrière et à cette famille ingrate. J'avais économisé euro après euro, espérant un jour acheter une petite maison en Bretagne, loin du bruit du port. Mais j'ai dit oui. Comme toujours. J'ai ouvert mon fichier Excel. J'ai créé un onglet « Mariage Élodie ». Et j'ai commencé à payer. Le château du XVIIe siècle en périphérie de Rouen? 12 000 euros d'acompte. Payé par Armelle. Le traiteur gastronomique pour 150 personnes? 18 000 euros. Payé par Armelle. L'orchestre de jazz venu spécialement de Paris? 4 500 euros. Payé par Armelle. Les fleurs, la décoration, les invitations gravées à la main.
La liste était interminable. Au total, j'avais engagé près de 45 000 €. 10 ans d'économie. 10 ans de lever à 5 heures du matin, de quart de nuit sous la pluie, de Noël passé au bureau pour toucher les primes. Tout cela, vaporisé pour que ma sœur puisse jouer à la princesse pendant une journée. Et qu'ai-je reçu en retour? Pas un merci. Pas une seule fois. Pour eux, c'était normal. C'était mon devoir. Pire, ils me traitaient comme une employée incompétente. Armelle, pourquoi tu as choisi ces nappes blancs cassées? J'avais dit y voir. Tu n'écoutes jamais, me criait Élodie au téléphone pendant que je gérais une grève des dockers au travail. Armelle, le groupe de jazz demande une chambre d'hôtel. Tu as oublié de réserver? Mais qu'est-ce que tu as dans la tête, soupirait ma mère. J'encaissais. Je me disais que c'était le stress du mariage. Je me disais qu'une fois la fête passée, ils réaliseraient ce que j'avais fait pour eux. Je me berçais d'illusions. Il y a 2 ans, j'avais dû vendre ma voiture, une petite Audi que j'adorais, pour payer 8 000 € de dette de jeu de Damien. Maman m'avait supplié à genoux, si ça se sait, l'honneur de la famille est fichu. Élodie va mourir de chagrin. J'avais vendu la voiture. J'avais pris le bus pendant 6 mois. Et pendant ce temps, Élodie et Damien postaient des photos de leur week-end en amoureux à Venise. J'étais aveugle. J'étais conditionnée. Je pensais que l'amour familial signifiait le sacrifice total de soi. Mais il y a une différence entre se sacrifier et se faire dévorer. Et je ne savais pas encore que le pire, l'humiliation suprême, allait se produire dans une boutique de luxe à Paris, une semaine avant ce fameux SMS. C'est cet événement qui, rétrospectivement, a allumé la mèche. C'était il y a exactement 7 jours. L'événement qui aurait dû me faire ouvrir les yeux, mais que j'avais refoulé jusqu'à ce que le message de ma mère ne fasse tout remonter à la surface. Élodie avait rendez-vous pour l'essayage final de sa robe de mariée. Une création sur mesure d'un designer parisien en vogue. Prix de la robe, 6 500 €. Devinez qui avait fait le virement? Le rendez-vous était fixé à 16 h, avenue Montaigne à Paris. J'avais dû poser une demi-journée de congé, prendre le train depuis Le Havre, et courir dans le métro pour arriver à l'heure. Je suis arrivée essoufflée, mes cheveux un peu décoiffés par le vent, portant mon tailleur gris anthracite de travail, pratique et sans forme, et mes chaussures plates confortables pour arpenter les quais. Je suis entrée dans la boutique. C'était un temple du luxe, tout en marbre blanc, miroir doré et silence feutré. Ma mère et Élodie étaient déjà là. Elles étaient assises sur des canapés en velours rose poudré, sirotant du champagne. Élodie rayonnait. Ma mère, dans son manteau de fourrure, qu'elle n'avait certainement pas payé elle-même, ressemblait à la reine-mère. Quand je suis entrée, personne ne s'est levé pour m'accueillir. Ma mère m'a juste jeté un coup d'œil critique. Tu es en retard, Armelle. Et regarde-toi, tu aurais pu faire un effort vestimentaire. On est avenue Montaigne, pas au marché aux poissons. J'ai avalé ma salive, ravalant ma réplique sur le fait que c'était mon travail au marché aux poissons qui payait le champagne qu'elle buvait. Désolée, le train avait du retard, ai-je murmuré. Une vendeuse, une jeune femme impeccable avec un chignon strict et un dédain mal dissimulé, s'est approchée de moi. Elle m'a toisé de la tête aux pieds, son regard s'attardant sur mon sac à main usé. Puis, elle s'est tournée vers ma mère et a demandé avec un sourire poli, « Madame, souhaitez-vous que votre employée attende ici ou préfère-t-elle aller chercher les autres accessoires dans la réserve ?» Le temps s'est arrêté. Votre employée. Elle pensait que j'étais la bonne. L'assistante. La domestique. J'ai ouvert la bouche pour rectifier. Je suis sa sœur. Je suis celle qui a payé cette robe. C'est ce que j'aurais dû dire. Mais avant que je puisse émettre un son, j'ai vu le regard d'Élodie. Elle a pouffé de rire. Un petit rire cristallin, cruel. Elle a croisé le regard de la vendeuse et n'a rien dit. J'ai regardé ma mère. Ma propre mère. Elle a simplement haussé les épaules, pris une gorgée de champagne et a dit, « Oh, laissez-la s'occuper des affaires. » Armelle, tiens mon manteau et le sac de ta sœur, tu veux bien? Ils prennent trop de place sur le canapé. Elle n'a pas démenti.
Elle a validé l'insulte. Elle m'a transformée en domestique devant une inconnue pour ne pas avouer qu'elle avait une fille qui ne correspondait pas au décor glamour qu'elle voulait projeter. La vendeuse m'a tendu les affaires avec un petit sourire condescendant. Tenez. Faites attention, c'est fragile. J'ai pris le manteau. J'ai pris le sac. J'avais l'impression de porter des pierres brûlantes. Je suis restée debout, dans un coin de la pièce, les bras chargés comme une mule, pendant 2 heures. J'ai regardé ma sœur parader devant le miroir. Oh maman, regarde cette traîne. C'est divin, s'exclamait-elle. Tu es magnifique, ma chérie. Une vraie princesse, répondait ma mère, les larmes aux yeux. À un moment, la traîne de la robe s'est mal positionnée. Élodie a claqué des doigts dans ma direction, sans même me regarder. Et toi? Viens arranger ça. Ça fait des plis. Elle ne m'a pas appelé par mon prénom. Elle a dit, et toi? J'ai posé les manteaux. Je me suis avancée. Je me suis mise à genoux sur le tapis épais. J'ai lissé la soie et la dentelle de cette robe qui coûtait plus cher que ma première voiture. J'étais à genoux au pied de ma sœur, la tête baissée. En relevant les yeux, j'ai vu nos reflets dans le grand miroir triptyque. Elle, en blanc, triomphante, lumineuse. Moi, en gris, à genoux, invisible. Et derrière nous, ma mère qui souriait, satisfaite de cette hiérarchie naturelle. C'est à ce moment précis que j'ai senti la première fissure. Je me demande, et je vous pose la question très sérieusement, chers auditeurs, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous jeté la robe? Auriez-vous hurlé? Ou auriez-vous fait comme moi, tétanisé par des années de conditionnement, finissant d'ajuster l'ourlet en silence? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai besoin de savoir si ma réaction était de la lâcheté ou de la survie. Je suis rentrée au Havre ce soir-là en silence. Je n'ai rien dit. Mais l'image de moi à genoux ne m'a plus quittée. Et quand le SMS est arrivé une semaine plus tard, me demandant de ne pas venir, j'ai compris. Il ne voulait pas que la bonne soit sur les photos de famille. Je n'étais utile que pour payer et servir. Une fois la facture réglée, j'étais une tâche dans leur paysage parfait. Après le choc du SMS et les rires dans le groupe de discussion, je ne pouvais pas rentrer chez moi. Mon appartement, pourtant mon seul refuge, me semblait soudain trop vide, trop silencieux. J'avais besoin de voir la seule personne dans cette famille qui n'avait jamais essayé de m'éteindre, Mamie Yvette. Mamie Yvette vivait dans une petite maison en briques rouges à la périphérie du Havre. Elle avait 80 ans, des mains noueuses à force de tailler ses rosiers, et un esprit plus vif qu'un rasoir neuf. Elle était la mère de mon père, et elle n'avait jamais vraiment porté Claudine, ma mère, dans son cœur. Ta mère a des goûts de caviar avec un porte-monnaie d'oursin, disait-elle souvent en me servant du thé fort. Je suis arrivée chez elle vers 19 heures. Elle était dans sa cuisine, en train d'écouter la radio. Quand elle a vu mon visage, elle a éteint le poste immédiatement. « Qu'est-ce qu'ils ont encore fait ?» a-t-elle demandé. Pas de « bonjour », pas de « ça va ». Elle savait. Je me suis assise à la table en formica. J'ai posé mon téléphone devant elle et je lui ai montré la conversation. Le message de maman. Le like d'Élodie. Les rires. Mamie a lu lentement, ajustant ses lunettes. Ses lèvres se sont pincées jusqu'à devenir une ligne blanche. Les vautours, a-t-elle murmuré. Ils mangent ta chair et maintenant ils veulent recracher les os. Elle s'est levée pour me faire une tisane, ses mouvements lents mais précis. Puis, elle s'est arrêtée, la bouilloire à la main. Armelle, il faut que je te dise quelque chose. Je ne voulais pas t'inquiéter avant le mariage, mais maintenant, tu dois savoir. Elle est allée chercher son vieux téléphone à clapper sur le buffet. Elle a appuyé sur quelques touches avec difficulté. Hier, ta mère est venue me voir. Elle pensait que je dormais dans mon fauteuil. Elle a laissé son téléphone sur la table pendant qu'elle allait aux toilettes. Elle avait oublié de raccrocher avec Élodie. Le haut-parleur était activé. J'ai tout entendu. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce que tu as entendu, mamie? Elle a pris ma main dans la sienne. Sa peau était sèche comme du parchemin. Élodie pleurnichait. Elle disait, maman,
Armel a payé le mariage, c'est super, mais pour la lune de miel à Bora Bora, il nous manque encore 15 000 € pour le bungalow sur l'eau et les vols en première classe. On ne peut pas voyager en éco, c'est la honte. J'ai senti la nausée monter. 15 000 €. De plus. Et qu'est-ce que maman a répondu? Mamie Yvette a inspiré profondément. Elle a dit, ne t'inquiète pas ma puce. Je vais passer voir la vieille demain. Je vais lui faire signer une procuration sur son compte épargne, au cas où il lui arriverait quelque chose. Elle commence à perdre la tête, elle ne se rendra compte de rien. On prendra l'argent là-dessus. De toute façon, elle n'en a plus pour longtemps, elle n'a pas besoin de cet argent. Le silence dans la cuisine était total. Seul le tic-tac de l'horloge murale résonnait. La vieille, c'était mamie. Elle n'en a plus pour longtemps. Il voulait voler les économies de toute une vie de ma grand-mère. L'argent de la vente de sa maison précédente, l'argent qu'elle gardait précieusement pour payer sa maison de retraite médicalisée si un jour elle ne pouvait plus vivre seule. Il voulait voler sa dignité et sa sécurité pour payer des cocktails à Bora Bora. La colère que j'avais ressentie sur le quai s'est transformée en quelque chose d'autre. En une haine pure, froide et cristallisée. S'il s'en prenait à moi, c'était une chose. J'étais jeune, je pouvais me refaire. Mais s'en prendre à mamie Yvette? À une femme sans défense? Ils ne toucheront pas à un centime, ai-je dit, ma voix tremblant de rage contenue. Mamie m'a regardé droit dans les yeux. Il n'y avait pas de peur dans son regard, seulement une détermination féroce. Elle s'est levée, est allée dans sa chambre et est revenue avec une boîte en métal rouillé, celle où elle gardait ses biscuits, mais qui contenait en réalité tous ses papiers importants. Je sais qu'ils ne toucheront à rien, Armel. Parce que toi et moi, on va les arrêter. Elle a posé la boîte devant moi. Ils t'ont jeté comme une vieille chaussette. Ils veulent me voler comme des bandits de grand chemin. Armel, ma petite fille, cesse d'être gentille. Cesse d'être la bonne poire. Je te donne tous les droits. Protège-moi. Et venge-toi. J'ai regardé cette vieille dame, si frêle en apparence mais si forte en esprit. Elle me donnait la permission que j'attendais depuis toujours. La permission de ne plus être la victime. Tu es sûre, mamie? Ça va être moche. Ils vont crier, ils vont pleurer. Elle a souri, un sourire malicieux qui lui a fait gagner 10 ans d'âge. Qu'ils crient. Je suis sourde d'une oreille de toute façon. Fais-les payer, Armel. Pour chaque larme qu'ils t'ont fait verser. Fais-leur cracher chaque euro. C'était le pacte. Dans cette petite cuisine modeste, sous la lumière jaune d'un néon qui grésillait, l'alliance entre la brebis galeuse et l'aïeul condamné venait de naître. Et le reste de la famille, qui sirotait probablement du champagne dans leur retraite pré-mariage dans le sud de la France, n'avait aucune idée de l'orage qui se préparait au nord. Ils veulent mon argent, a dit mamie en trempant un biscuit dans son thé. Ils vont avoir ma petite fille en colère à la place. Je crois qu'ils perdent au change. Il était 23 heures quand j'ai quitté mamie Yvette. Je l'avais bordée, vérifié que ses portes étaient verrouillées, et je lui avais promis de revenir le lendemain matin pour l'emmener en lieu sûr. Je suis retournée à mon bureau au port. Je ne pouvais pas rentrer chez moi. J'avais besoin de mes outils. J'avais besoin de mon champ de bataille, mon ordinateur professionnel et ma connexion au débit. Le bâtiment de la capitainerie était désert. Seul le gardien de nuit m'a salué. Je me suis enfermée dans mon bureau vitré qui surplombait les quais illuminés par les projecteurs orange. J'ai allumé mon ordinateur. L'écran a brillé, éclairant mon visage dans la pénombre. J'ai ouvert le fameux fichier Excel, mariage-elodie-final.xlsx. C'était un chef-d'œuvre d'organisation. Des onglets colorés, des tableaux croisés dynamiques, des liens hypertextes vers chaque contrat. Tout y était. Chaque rêve de ma sœur, quantifié, planifié, et surtout, financé par moi. J'ai pris une grande inspiration. J'ai repensé au rire dans le groupe de discussion. J'ai repensé à ma mère me traitant d'employée. J'ai repensé à leur projet de voler l'argent de mamie. Mes mains se sont posées sur le clavier. Elles ne tremblaient plus. Elles étaient stables, comme celles d'un chirurgien prêt à opérer.
Sauf que je n'allais pas sauver le patient. J'allais l'euthanasier. Premier onglet, le LIEU. Château de Valmont. J'ai ouvert le contrat PDF. Clause 3.2. En cas d'annulation par le payeur à moins de 48 heures de l'événement, 50% de l'acompte est retenu, mais le solde restant dû est annulé si le service n'est pas rendu. Le mariage était dans 3 jours. J'étais encore dans les délais pour sauver une partie de mon argent, mais surtout, pour m'assurer que les portes du château resteraient closes. J'ai rédigé l'email au gérant du château, Monsieur Dubois. Objet, annulation immédiate, mariage Martin Dupont. Monsieur, je suis Armelle Martin, la signataire du contrat et titulaire de la carte bancaire ayant servi au paiement. Par la présente, je vous informe que je retire mon financement pour cet événement. Veuillez considérer le contrat comme nul et non avenu de ma part. Je bloque tout paiement futur. Je vous suggère de contacter les mariés pour voir s'ils disposent des 15 000 € restants pour maintenir la réservation. Cordialement. Clic, envoyer. Deuxième onglet, le traiteur. Les délices de Normandie. C'était le plus gros morceau. 18 000 € de homard, de foie gras et de vin millésimé. J'ai appelé le numéro d'urgence du traiteur. Il était tard, mais dans ce métier, ils répondent toujours. Allô? Ici Armelle Martin. Oui, pour le mariage de samedi. Écoutez attentivement. Je suis la payeuse. Je stoppe tout. Si vous livrez une seule crevette, vous ne serez pas payé. Je vous conseille d'annuler la commande de produits frais maintenant. Le chef au bout du fil a bégayé, mais madame, c'est dans 3 jours. Tout est commandé. Alors envoyez la facture à madame Claudine Martin et mademoiselle Élodie Martin. Mais je vous préviens, leur solvabilité est douteuse. Moi, je me retire. Bonne soirée. Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai raccroché. Troisième onglet, les transports. Ma famille était actuellement dans le sud de la France, à Nice, pour se détendre avant le grand jour. J'avais payé leur billet d'avion aller-retour sur Air France. Classe affaires, bien sûr, car maman a mal aux jambes. Je me suis connecté au site de la compagnie aérienne. J'avais tous les numéros de dossier. C'était mon compte fidélité qui avait été utilisé. J'ai sélectionné les billets de retour prévus pour le lendemain matin. Option, modifier, annuler. J'ai hésité une seconde. Juste une. Puis j'ai vu le visage de mamie Yvette. J'ai cliqué sur « Annuler ». Remboursement crédité sur ma carte bancaire. Ils étaient coincés à Nice. Sans billet retour. Et comme j'avais aussi bloqué ma carte de crédit, secondaire, que j'avais prêtée à Élodie pour ses petites dépenses, ils allaient avoir une surprise en essayant de payer leur taxi pour l'aéroport. J'ai continué ainsi pendant 2 heures. Le fleuriste. Le DJ. Le photographe. La maquilleuse. Chaque clic était une libération. Votre annulation a été prise en compte, était une bouffée d'oxygène. Je ne détruisais pas seulement un mariage. Je détruisais la cage dans laquelle j'avais vécu pendant 20 ans. À 1 heure du matin, j'avais fini. Le tableau Excel était rouge de statuts annulés. J'ai regardé le total des sommes récupérées ou économisées, près de 28 000 €. J'avais perdu les acomptes non remboursables, environ 17 000 €. C'était le prix de ma liberté. C'était cher, mais c'était moins cher que de perdre mon âme. J'ai fermé l'ordinateur. Dehors, la pluie avait commencé à tomber sur le port, lavant la poussière des conteneurs. Je me suis levée, j'ai étiré mon dos. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas mal aux épaules. Le poids de la famille, ce poids invisible que je traînais partout, avait disparu. J'ai sorti mon téléphone. Le groupe WhatsApp était silencieux. Ils dormaient probablement, rêvant de leur fête, de leur gloire, de leur vol en première classe. Ils ne savaient pas qu'ils n'avaient plus rien. Ils ne savaient pas que le chien fidèle avait non seulement mordu, mais qu'il avait arraché la main qui le nourrissait de miettes. J'ai envoyé un dernier email, cette fois à ma banque. Objet, opposition sur carte bancaire et révocation de procuration. C'était fait. Le robinet était fermé.
Le désert financier s'étendait devant eux. Et demain, à leur réveil, ils allaient découvrir ce que signifie vraiment le mot « drama ». Les 2 jours qui ont suivi ont été d'un calme irréel. C'était ce silence étrange qui précède l'arrivée d'un tsunami, quand la mer se retire loin, très loin, laissant les poissons agoniser sur le sable, et que les gens stupides courent pour ramasser des coquillages au lieu de fuir vers les hauteurs. Ma famille était ces gens stupides. J'avais bloqué leur numéro sur mon téléphone personnel. J'avais configuré ma boîte mail pour rediriger leurs messages vers un dossier nommé « Preuve ». Je ne voulais pas leur parler. Pas encore. Je voulais voir le monde brûler depuis ma tour d'ivoire. Le lendemain matin, j'ai pris une demi-journée pour déménager mamie Yvette. Nous ne sommes pas allés chez moi, car ils connaissaient l'adresse. J'avais loué un petit Airbnb confortable en centre-ville, sous un faux nom, grâce à une amie collègue. Mamie a pris son chat, sa boîte de biscuits remplie de documents, et sa valise. On part en cavale, comme dans les films, a-t-elle rigolé en montant dans ma voiture de location, une petite Twingo, bien loin de l'Audi que j'avais vendue. L'après-midi, nous avions rendez-vous avec Maître Vernet. C'était l'avocat le plus redouté du Havre. Un homme grand, sec, aux cheveux gris acier et aux lunettes sans monture. On disait de lui qu'il pouvait faire pleurer un juge sans élever la voix. Il nous a reçus dans son bureau sombre, rempli de livres de droit reliés en cuir. J'ai tout posé sur la table, les relevés de compte, les preuves de paiement pour le mariage, et surtout, l'enregistrement que mamie avait réussi à faire. Elle avait appris à utiliser le dictaphone de son vieux téléphone, béni soit-elle, où on entendait clairement ma mère planifier le vol de son épargne. Maître Vernet a écouté l'enregistrement. Son visage est resté impassible, mais j'ai vu une lueur dangereuse s'allumer dans ses yeux. C'est de l'abus de faiblesse caractérisé, avec préméditation, a-t-il dit d'une voix calme. Et concernant les annulations de mariage, vous êtes dans votre bon droit, mademoiselle. Les contrats sont à votre nom. Vous êtes le client. Vous avez le droit de rompre un contrat commercial. Le fait que les bénéficiaires soient votre famille n'y change rien juridiquement. Il a croisé les mains. Il rentre quand? Demain matin. Vol Air France 1245. Enfin, s'ils ont réussi à acheter de nouveaux billets, ai-je répondu avec un sourire en coin. Parfait. Je vais préparer une ordonnance de protection pour votre grand-mère. Et je vous accompagnerai pour leur remettre les notifications officielles. Il vaut mieux qu'il y ait un témoin légal quand la bombe explosera. Pendant ce temps, le monde parallèle d'Élodie continuait de tourner sur Instagram. J'ai créé un faux compte pour espionner ses stories. Il y a 24 heures, photo de cocktail au bord de la piscine à Nice. Légende, dernière journée de détente avant le grand oui. Merci maman et papa pour ce séjour de rêve. Aucune mention de moi, bien sûr. Il y a 12 heures, une vidéo d'Élodie essayant des chapeaux. Trop hâte de vous voir tous au château samedi. Ça va être magique. Elle ne savait pas encore que le château avait annulé. Le gérant avait probablement essayé de la joindre, mais elle ne répondait jamais aux numéros inconnus, se prenant pour une star. Ou alors, le gérant avait laissé un message sur la boîte vocale qu'elle n'écoutait jamais. Il y a 2 heures, une photo floue, prise dans un hall d'aéroport. Légende, c'est quoi ce délire? Billets annulés? On est bloqué à Nice. C'est sûrement un bug informatique. Air France, vous allez m'entendre? #cauchemar #stress. J'ai éclaté de rire. Un rire franc, sonore, qui a fait sursauter mamie Yvette qui tricotait sur le canapé de l'Airbnb. Ça commence, mamie. Ils viennent de découvrir que le tapis volant n'a plus de moteur. Je savais exactement ce qui se passait. Ils étaient au comptoir d'enregistrement. L'hôtesse leur disait avec un sourire professionnel, « Désolé, ces billets ont été annulés et remboursés sur la carte de l'acheteur. » Ils avaient dû sortir leur propre carte bleue. Celle de papa, probablement déjà dans le rouge. Celle de Damien, certainement rejetée. Ils avaient dû racler les fonds de tiroir pour acheter 4 billets aller simple en dernière minute, au prix fort, en classe économique, coincés près des toilettes. J'ai imaginé maman, serrée dans un siège étroit, ses genoux touchant le dossier devant elle, fulminant de rage. J'ai imaginé Élodie,
sans son champagne, réalisant que quelque chose clochait vraiment. Mais il ne pensait sûrement pas à moi. Il devait penser à une erreur de la banque, ou à un piratage. Il ne pouvait pas imaginer, pas une seule seconde, que l'employé, la bonne à tout faire, avait coupé les vivres. Leur arrogance était leur point faible. Et demain, à l'atterrissage, cette arrogance allait se briser contre le mur de la réalité. J'ai fermé les yeux, savourant cette dernière nuit de calme. Demain, j'allais devenir le méchant de leur histoire pour pouvoir enfin devenir l'héroïne de la mienne. Le vol AF 1245 a atterri à l'aéroport Charles de Gaulle avec 20 minutes de retard. Je le savais, car je suivais le vol sur l'application de l'aéroport, assise sur un banc métallique inconfortable dans le hall des arrivées, un café noir à la main. À ma gauche, Mamie Yvette, droite comme haïe dans son manteau de laine, serrait son sac à main comme une arme. À ma droite, Maître Vernet, impassible dans son costume sombre, consultait ses dossiers. Nous formions un trio improbable, la vengeresse, l'aïeul et l'exécuteur. Le hall était bruyant, rempli de familles qui s'embrassaient, de chauffeurs de taxi tenant des pancartes. Moi, je n'avais pas de pancarte. Je n'avais pas besoin d'écrire leur nom. Ils savaient qui j'étais. Ou du moins, ils croyaient le savoir. Les portes automatiques se sont ouvertes. Le flot de passagers a commencé à se déverser. Je les ai vus immédiatement. On ne pouvait pas les rater. Ils ressemblaient à un orage ambulant. Ma mère marchait en tête, furieuse, traînant sa valise Louis Vuitton comme si elle voulait écraser le sol. Elle avait l'air épuisée et décoiffée. Le vol en classe économique n'avait pas dû être clément avec son brushing. Derrière elle, Élodie, les yeux cachés derrière d'énormes lunettes de soleil, tapait frénétiquement sur son téléphone. Puis mon père, Gilles, courbé sous le poids de 3 sacs, le visage gris. Et enfin Damien, les mains dans les poches, l'air d'un homme qui cherche la sortie de secours la plus proche. Il scannait la foule, cherchant le chauffeur de la limousine que j'étais censé avoir réservé, et que j'avais annulé. Il cherchait le luxe. Il cherchait la facilité. Leurs yeux ont glissé sur moi, puis sont revenus, incrédules. Ils m'ont vu. Non pas en tenue de chauffeur, mais en jean et blouson de cuir, les bras croisés, flanqués de leur pire cauchemar, Mamie, et d'un inconnu en costume. Ma mère a foncé sur moi. L'habitude de l'agression était ancrée en elle. Armelle. Mais qu'est-ce que tu fais là habillée comme une clocharde? Où est le chauffeur? On a vécu un enfer. Les billets ont été annulés, on a dû payer nous-mêmes. C'est inadmissible. Tu as intérêt à avoir une bonne explication et à nous rembourser immédiatement. Elle n'a même pas remarqué Mamie ou l'avocat. Elle était en mode attaque. Je n'ai pas bougé d'un millimètre. J'ai pris une gorgée de mon café, calmement. Bonjour maman. Bonjour Élodie. Le chauffeur n'est pas là. Parce qu'il n'y a plus de chauffeur. Élodie a retiré ses lunettes, révélant des yeux cernés. Quoi? Tu te fous de nous? On est crevés. Appelle un Uber, tout de suite. C'est là que j'ai souri. Ce sourire froid que j'avais répété devant mon miroir. Non. Maman, tu m'as envoyé un message très clair, la famille veut un mariage sans drama. J'ai réfléchi. Et j'ai réalisé que le drama, c'était moi qui payais tout et qui subissais vos insultes. Alors, pour respecter ton souhait, j'ai supprimé la source du drama. J'ai tout annulé. Le silence qui a suivi a duré 3 secondes, mais il a paru durer une éternité. Les bruits de l'aéroport semblaient s'estomper. Comment ça, tout annulé, a demandé Damien, sa voix montant dans les aigus. Tout, ai-je articulé. Le château. Le traiteur. Les fleurs. Le DJ. Et bien sûr, la limousine. Ah, et j'ai aussi bloqué toutes les cartes bancaires que vous utilisez. Ma mère est devenue pourpre. Une veine a commencé à battre sur son front. Tu mens. Tu n'oserais pas. C'est le mariage de ta sœur. C'est sacré. Ce qui est sacré, c'est le respect, Claudine. La voix de Mamie Yvette a claqué comme un coup de fouet. Ma mère a sursauté, réalisant enfin la présence de sa belle-mère. Yvette? Qu'est-ce que vous faites là?
Maître Vernet a fait un pas en avant. Il a tendu une enveloppe épaisse à ma mère, puis une autre à Damien. Madame Martin, monsieur. Je suis Maître Vernet, avocat de Madame Yvette Martin et de Mademoiselle Armelle Martin. Ce pli contient une notification officielle vous informant que tout accès au compte de Madame Yvette Martin vous est désormais interdit. Nous avons également déposé une plainte préventive pour tentative d'abus de faiblesse, basée sur des enregistrements audio explicites. Ma mère a pris l'enveloppe, les mains tremblantes. Elle a regardé l'avocat, puis moi, puis mamie. La compréhension commençait à se frayer un chemin à travers son déni. Un avocat? Contre ta propre famille? Armelle, tu es devenue folle, a crié Élodie. Mon mariage est dans 2 jours. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait, Élodie. C'est fini. Il n'y a pas de mariage. Pas payé par moi en tout cas. Si tu as 30 000 € sur toi, tu peux peut-être rappeler le traiteur. Sinon, je te suggère de commander des pizzas. J'ai vu l'espoir s'éteindre dans les yeux de ma sœur. Son visage est passé du rose de la colère à un blanc cireux. Elle a réalisé que ce n'était pas une blague. Ce n'était pas un caprice de sa grande sœur jalouse. C'était une exécution sommaire. Mais, les invités, a balbutié mon père, parlant pour la première fois. Tout le monde vient. C'est votre problème, papa, ai-je répondu doucement. Vous vouliez gérer ça en famille, sans moi? Eh bien, gérer. C'était le moment. Le pivot. Ils étaient là, avec leurs valises de luxe et leurs dettes, et moi j'étais là, avec ma liberté. Mais le coup de grâce n'était pas encore tombé. Le téléphone d'Élodie a commencé à sonner. Puis celui de ma mère. Une cacophonie de sonneries qui annonçait l'apocalypse. La scène dans le hall de l'aéroport a viré au chaos absolu. C'était comme voir un barrage céder. Les premières fissures étaient apparues avec ma déclaration, mais maintenant, l'eau s'engouffrait, détruisant tout sur son passage. Le téléphone d'Élodie vibrait sans arrêt. Elle a regardé l'écran, les yeux écarquillés. C'est le gérant du château de Valmont. Elle a décroché, mettant le haut-parleur dans sa panique, oubliant que nous étions tous là. Allô? Monsieur Dubois? Il y a un malentendu, ma sœur a fait une blague. La voix de Monsieur Dubois était glaciale, résonnant dans le petit cercle que nous formions. Mademoiselle, il n'y a pas de blague. Le contrat a été résilié par la titulaire hier soir. De plus, j'ai essayé de vous joindre toute la journée pour le solde. Comme je n'ai pas eu de nouvelles et que l'annulation est confirmée, nous avons loué la salle à une entreprise pour un séminaire ce week-end. L'accès au domaine vous est interdit. Ne venez pas. Clic. Élodie a laissé tomber son téléphone. Il a rebondi sur le carrelage, l'écran se fissurant, une métaphore parfaite de sa vie à cet instant. Elle a poussé un cri strident, un son d'animal blessé qui a fait se retourner la moitié du terminal. Non. Ce n'est pas possible. Armelle, dis-lui. Dis-lui que tu vas payer. Elle s'est jetée sur moi, ses ongles manucurés visant mon visage. Mais je n'ai pas reculé. Avant qu'elle ne puisse me toucher, Maître Vernet s'est interposé avec une autorité impressionnante, levant simplement une main. Mademoiselle, je vous déconseille fortement de commettre une agression physique devant témoin et devant un officier de justice. Cela ne ferait qu'aggraver votre dossier déjà lourd. Élodie s'est figée, haletante, les larmes coulant sur ses joues, ruinant son maquillage. Elle s'est tournée vers Damien, cherchant du soutien. Damien, fais quelque chose. Dis-lui. Mais Damien, Damien. L'homme qui aimait le luxe tant que ce n'était pas lui qui payait. Il reculait. Il regardait Élodie comme si elle était contagieuse. Attends, a-t-il dit, sa voix tremblante. Tu veux dire qu'il n'y a plus rien? Plus de château? Plus de traiteurs? Et le voyage à Bora Bora? Je me suis tournée vers lui, savourant ce moment. Bora Bora devait être payé avec l'argent de l'épargne de mamie Yvette, Damien. Mais comme Maître Vernet vient de bloquer l'accès, je crains que vous ne deviez vous contenter du camping municipal de Palavas-les-Flots. Le visage de Damien s'est décomposé. Il a regardé Élodie, puis ma mère, avec un dégoût non dissimulé.
Vous m'aviez dit que vous aviez de l'argent. Vous m'aviez dit que tout était réglé, a-t-il hurlé. Je ne vais pas épouser une famille de clochards faillis. Damien, a crié Élodie, choquée. Tu m'aimes. On s'en fiche de l'argent. Je t'aime? Il a ri, un rire amer et cruel. J'aime le train de vie que tu m'as promis. J'ai des dettes, Élodie. Des gens dangereux à qui je dois de l'argent. Je comptais sur la dot et les cadeaux des invités pour me renflouer. Sans mariage, je suis mort. La vérité éclatait enfin. Brutale. Sale. Ma mère a porté la main à sa bouche, horrifiée. Elle avait vendu sa fille à un escroc, et elle avait essayé de voler sa propre mère pour financer cette mascarade. Pendant ce temps, le téléphone de ma mère sonnait aussi. C'était tante Monique. Puis cousine Sophie. Les rumeurs commençaient à circuler. Les invités appelaient pour savoir si c'était vrai, si le mariage était annulé. Maman, réponds, ai-je dit froidement. Explique-leur. Dis-leur que tu voulais un mariage sans drama. Dis-leur que tu as insulté la seule personne qui finançait tes illusions. Ma mère m'a regardé avec une haine pure. Si les regards pouvaient tuer, je serais morte sur le coup. Tu es un monstre, Armelle. Tu es jalouse, aigrie et méchante. Tu as détruit ta sœur. Je ne te pardonnerai jamais. J'ai senti une main se poser sur mon bras. C'était mamie Yvette. Elle s'est avancée, petite mais immense. Claudine, tais-toi. Le seul monstre ici, c'est ton ambition démesurée. Armelle t'a soutenue pendant 20 ans. Elle t'a donné tout ce qu'elle avait. Et tu l'as traitée comme une servante. Tu récoltes ce que tu as semé. Viens, Armelle. On rentre. Laisse-les avec leurs valises et leurs mensonges. J'ai regardé ma famille une dernière fois. Élodie à genoux par terre, pleurant dans sa robe de designer. Damien qui s'éloignait déjà à grandes enjambées vers la sortie, l'abandonnant là. Papa qui fixait le sol, impuissant. Et maman, rouge de rage, tenant son téléphone qui ne cessait de sonner. Adieu, maman, ai-je murmuré. Profite bien de ton week-end sans drama. Je me suis retournée. J'ai pris le bras de mamie. Nous avons marché vers la sortie, suivis par maître Vernet. Je n'ai pas regardé en arrière. Derrière moi, j'entendais les cris d'Élodie qui appelait Damien, et les hurlements de ma mère au téléphone essayant d'inventer un mensonge pour sauver la face. Mais ces bruits s'éloignaient. Devant moi, il y avait les portes automatiques, le soleil de Paris, et pour la première fois de ma vie, un avenir qui m'appartenait totalement. Nous sommes montés dans ma petite voiture de location. Maître Vernet nous a salués, nous assurant qu'il s'occuperait de toutes les suites juridiques si la famille tentait de nous harceler. Quand j'ai démarré le moteur, j'ai vu dans le rétroviseur ma famille sortir du terminal. Ils se dirigeaient vers la file des taxis. Pas de limousine. Pas de cortège. Juste la réalité grise et banale d'un retour de vacances raté. J'ai appris plus tard, par des cousins éloignés, qui m'ont envoyé des messages de soutien une fois la vérité connue, ce qui s'était passé ensuite. Ce fut la débâcle. Le trajet en taxi jusqu'au Havre leur a coûté 300 €. Ma mère a dû laisser sa montre en gage au chauffeur car aucune de leurs cartes ne passait. Arrivés devant la maison familiale, ils ont trouvé une autre surprise. Pendant leur absence, j'avais rendu les clés de la maison. Mais avant cela, j'avais déménagé toutes mes affaires. Ma chambre, qui servait aussi de débarras pour les achats impulsifs d'Élodie, était vide. J'avais aussi emporté le téléviseur grand écran du salon, que j'avais payé, la machine à café haut de gamme, mon cadeau de Noël pour eux l'an dernier, et même les meubles de jardin. Tout ce qui était à moi, tout ce que j'avais acheté, avait disparu. La maison résonnait de vide, comme leur vie. Damien n'est jamais rentré avec eux. Il a pris un train pour Bruxelles depuis l'aéroport, fuyant ses créanciers. Élodie s'est retrouvée seule, fiancée abandonnée, avec une robe de mariée impayée que la boutique menaçait de récupérer par huissier. Le week-end qui devait être le « mariage du siècle » s'est transformé en « scandale du siècle ». Les invités, prévenus trop tard ou par la rumeur, étaient furieux. Certains avaient réservé des hôtels, pris des trains. Ils réclamaient des explications.
Ma mère a essayé de mentir, disant que le château avait brûlé, puis qu'Élodie avait une maladie grave soudaine. Mais les mensonges ont la vie courte. Quelqu'un, peut-être moi, peut-être pas, avait fait fuiter la vérité sur les réseaux sociaux. Une capture d'écran anonyme du message de maman, la famille veut un mariage sans drama, a circulé dans le petit cercle bourgeois du Havre. La réputation de Claudine, qu'elle chérissait plus que tout, était en lambeaux. Elle était devenue la risée de la ville, la mère qui avait banni la fille qui payait tout. De mon côté, j'étais assise sur le balcon de l'appartement Airbnb avec mamie Yvette. Nous buvions du thé. Je n'avais jamais ressenti une telle paix. Mon téléphone était éteint depuis 2 jours. Quand je l'ai rallumé, j'avais 150 appels manqués de maman, 80 d'Élodie, et des dizaines de messages vocaux oscillant entre menaces de mort, supplications larmoyantes et chantage affectif. Tu nous as tués, Armel. Comment peux-tu faire ça à ta famille? On n'a plus rien à manger, le frigo est vide. Reviens. Élodie est en dépression, c'est ta faute. J'ai tout écouté avec un détachement clinique. C'était comme écouter une pièce de théâtre radiophonique. Ce n'était plus ma vie. Ce n'étaient plus mes problèmes. Tu vas les rappeler, m'a demandé mamie en me voyant fixer l'écran. J'ai appuyé sur le bouton, tout supprimer. Non, mamie. J'ai démissionné de mon poste de sauveur. Le poste est vacant. Ils n'ont qu'à postuler eux-mêmes. Ce soir-là, j'ai dormi 12 heures d'affilée. Sans rêve de factures impayées. Sans angoisse de décevoir quelqu'un. J'ai dormi le sommeil du juste. La douleur était là, bien sûr. On ne coupe pas les ponts avec sa famille sans saigner un peu. J'avais perdu ma mère, mon père, ma sœur. J'avais perdu l'illusion d'être aimé. Mais en échange, j'avais retrouvé quelque chose de bien plus précieux, ma dignité. Damien a été arrêté 3 semaines plus tard pour escroquerie. Élodie a dû retourner vivre chez mes parents et prendre un travail de caissière, ce qu'elle jugeait dégradant auparavant, pour payer ses dettes. Ma mère ne sort plus de chez elle, trop honteuse d'affronter les regards des voisins. Ils ont essayé de venir à mon bureau au port. La sécurité les a refoulés. J'avais donné des consignes strictes, ces personnes ne sont pas autorisées sur le site. Voir ma mère hurler derrière les grilles de sécurité, impuissante, a été la dernière image que j'ai gardée d'elle. Une image triste, pathétique, mais nécessaire. Le château de cartes s'était effondré. Et moi, j'étais enfin libre de construire ma propre maison, brique par brique, sur des fondations solides. Cela fait maintenant 6 mois que tout est arrivé. 6 mois depuis le SMS, le like, et ma réponse qui a tout changé. Ma vie a radicalement changé. Pas de manière spectaculaire comme dans les films, mais de manière calme et profonde, comme la marée qui monte. J'ai été promue au travail. Mon directeur a remarqué que j'étais plus concentrée, plus énergique. On dirait que vous avez perdu 100 kilos, Armel, m'a-t-il dit un jour. Il ne croyait pas si bien dire. J'avais perdu le poids de 3 adultes dysfonctionnels que je portais sur mon dos. Avec l'argent économisé, les fameux 28 000 € récupérés et mon salaire que je ne distribue plus, j'ai acheté une petite maison au bord de mer, à Sainte-Adresse, juste à côté du Havre. Elle a un jardin plein d'hortensias. Mamie Yvette vit avec moi. Elle va bien. Elle a repris des couleurs. Nous passons nos soirées à jouer au Scrabble et à écouter de vieux disques. Elle m'a dit hier, tu sais, Armel, j'ai perdu un fils, mon père, qui ne l'appelle plus car maman le lui interdit, mais j'ai gagné une vraie fille. Ces mots valent plus que tous les merci que je n'ai jamais reçus. J'ai appris à dire non. C'est un petit mot, 2 lettres, une syllabe. Mais c'est le mot le plus puissant du monde. Non, je ne peux pas faire cette heure supplémentaire non payée. Non, je ne veux pas sortir ce soir. Non, je ne vous aiderai pas. Parfois, la nuit, je pense à eux. Je pense à Élodie qui doit maintenant se débrouiller seule. Je pense à ma mère qui doit vivre avec son amertume. Je ne leur souhaite pas de mal. Vraiment. Je souhaite juste qu'ils apprennent. Qu'ils apprennent qu'on ne peut pas utiliser les gens indéfiniment. Qu'ils apprennent que l'amour est un échange, pas un braquage.
J'ai croisé mon père au supermarché la semaine dernière. Il m'a vu au rayon des fruits. Il a vieilli. Il avait l'air triste. Il a fait un pas vers moi, comme pour me parler. J'ai hésité. Une part de moi, la petite fille qui voulait que son papa la protège, voulait courir vers lui. Mais je me suis souvenu qu'il était là, à l'aéroport, et qu'il n'avait rien dit quand sa femme m'insultait. Il a choisi son camp par son silence. Alors, j'ai simplement hoché la tête, un salut poli mais distant, et j'ai tourné mon caddie vers l'allée suivante. Je ne l'ai pas laissé entrer. Ma paix est trop chèrement acquise pour la brader à la première étincelle de nostalgie. Cette expérience m'a appris une leçon brutale mais nécessaire. La famille, ce n'est pas le sang. Le sang, c'est de la biologie. La famille, c'est le respect. La famille, c'est la loyauté. La famille, ce sont les gens qui vous soutiennent quand vous êtes à genoux, pas ceux qui vous y mettent pour ajuster une robe. Si vous êtes en train d'écouter cette histoire et que vous vous reconnaissez en moi, si vous êtes le plan B, le carnet de chèques, le problème de votre famille, je veux vous dire une chose, vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de couper les ponts. Vous n'êtes pas une mauvaise personne parce que vous choisissez de vous protéger. Vous n'êtes pas égoïste parce que vous gardez ce que vous avez gagné. Ils vous traiteront de monstres. Ils diront que vous êtes cruel. Laissez-les dire. Leur colère est la preuve que vous avez enfin cessé de jouer leur jeu. La liberté a un prix. J'ai payé le mien en solitude au début, en larmes, en culpabilité. Mais aujourd'hui, quand je regarde la mer depuis ma fenêtre, avec mamie Yvette qui ronronne dans son fauteuil à côté de moi, je sais que j'ai fait le great choice. Le choix excellent. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était l'histoire de la pire semaine de ma vie, qui est devenue la meilleure chose qui me soit arrivée. Si vous avez, vous aussi, dû prendre une décision difficile pour vous libérer d'une relation toxique, s'il vous plaît, partagez votre histoire dans les commentaires. Votre courage peut inspirer quelqu'un d'autre à faire le premier pas. Et si vous avez aimé voir la justice triompher, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. On se retrouve très vite pour d'autres histoires de vie, de lutte et de victoire. Prenez soin de vous, et surtout, ne laissez personne vous traiter comme une option. Vous êtes une priorité.